Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. Philippe avait insisté pour que tout soit exceptionnel, il avait réservé une table dans un restaurant étoilé en haut de Montmartre, avec vue sur tout Paris. J'avais choisi une robe en soie rouge, celle qu'il aimait tant autrefois, espérant que ce dîner puisse ranimer quelque chose entre nous. Cela faisait des mois qu'il était distant, préoccupé, souvent absent sous prétexte de réunions tardives. Pourtant, ce soir-là, il avait l'air presque normal, souriant, comme au début. Il m'avait prise par la main avec une tendresse que je croyais oubliée, et j'avais voulu y croire, malgré tout. Je me sentais à la fois nerveuse et pleine d'espoir, comme une adolescente avant son premier bal. Mais au fond de moi, une alarme sourde vibrait déjà, imperceptible. Dès notre arrivée, l'atmosphère avait quelque chose d'étrangement théâtral. Le serveur nous a guidés jusqu'à une table isolée près de la baie vitrée, décorée avec soin, comme si tout avait été préparé pour une scène. Philippe, galant, m'a tiré la chaise, puis s'est éclipsé une minute sous prétexte de passer un appel. En l'attendant, j'observais les couples autour, leurs gestes, leurs rires, et je me sentais spectatrice d'une vie qui n'était plus la mienne. Quand il est revenu, il tenait 2 coupes de champagne, et m'a dit « À nous ». J'ai souri, un peu ému, mais en le regardant, quelque chose m'a frappé dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour. C'était du calcul. Juste après avoir trinqué, Philippe s'est levé avec une précipitation inhabituelle pour aller saluer quelqu'un qui venait d'entrer. Et là, mon cœur s'est figé, il revenait vers moi, accompagné d'une femme sublime, vêtue d'une robe noire trop ajustée, au décolleté trop profond, au parfum si entêtant qu'il me donna la nausée. Elle s'appelait Camille, sa collègue de travail, selon ses mots, prononcés avec une légèreté qui trahissait l'habitude. Elle m'a salué d'un baiser sur la joue, comme si elle me connaissait depuis toujours, puis s'est assise à notre table, naturellement, comme si sa présence était évidente. Je suis restée figée, mon sourire crispé, incapable de réagir. Philippe, lui, semblait ravi, presque soulagé, comme s'il venait de poser un masque trop lourd. Mon ventre s'est noué. Ce dîner n'était pas ce que je croyais. Tout dans l'attitude de Camille suintait la provocation, son regard droit dans le mien, son rire trop fort, sa main posée sur le bras de Philippe chaque fois qu'il parlait. Elle racontait des anecdotes du bureau, des soirées entre collègues dont je n'avais jamais entendu parler, et lui riait avec elle, oubliant que j'étais là. Je me sentais étrangère à ma propre vie, comme si j'avais été invitée par erreur à une pièce où je n'avais pas de rôle. Chaque mot, chaque geste de cette femme m'écorchait un peu plus. J'avais envie de partir, de hurler, de jeter ce champagne à la figure de l'un ou de l'autre. Mais je suis restée. Par orgueil, peut-être. Par besoin de comprendre. Ou simplement parce qu'une partie de moi refusait encore de croire que tout était en train de s'écrouler. Alors que le dîner avançait, les échanges entre eux devenaient de plus en plus évidents. Il y avait ces sourires discrets, ces regards fuyants qui se retrouvaient en silence, ces silences complices qui ne m'incluaient jamais. À un moment, j'ai cru voir Philippe lui frôler la main sous la table. Mon cœur a battu si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Je me suis forcée à manger, à participer à la conversation, mais je n'étais plus là. J'étais ailleurs, noyée dans un océan de soupçons devenus certitude. Ce n'était plus un simple malaise. C'était une évidence. Il se passait quelque chose entre eux. Et ce dîner, loin d'être une célébration, était une mise en scène. Chaque minute me rapprochait un peu plus du gouffre. J'entendais à peine leur voix, tout devenait flou, étouffé, comme si le monde autour s'éloignait. Philippe évitait désormais de me regarder dans les yeux, et Camille, elle, semblait savourer son triomphe. Elle jouait avec son collier, croisait et décroisait les jambes, riait d'un ton trop intime pour une simple collègue. Et moi, j'étais là, figée, étrangère dans mon propre mariage. À cet instant précis, j'ai su que quelque chose de grave allait se produire. Je ne savais pas encore quoi, mais mon instinct me criait de ne pas baisser la garde. Le piège se refermait lentement. Alors que le plat principal venait à peine d'arriver,
Philippe s'est penché discrètement vers sa poche intérieure, croyant que je ne le regardais pas. Je l'ai vu sortir un petit sachet transparent, presque invisible, et glisser son contenu dans ma coupe de champagne d'un geste rapide, presque professionnel. Mon estomac s'est retourné, mais mon visage est resté impassible. Je me suis obligée à ne pas réagir, à ne pas trahir le choc glacé qui venait de m'envahir. Il parlait encore à Camille, feignant l'insouciance, comme si de rien n'était, pendant que j'observais chaque détail avec une lucidité nouvelle. Un froid terrible s'est emparé de moi, plus violent que la trahison elle-même, il voulait m'effacer. J'ai posé ma main sur la coupe, comme pour jouer avec le pied du verre, et j'ai souri faussement, essayant de ne pas laisser transparaître ma terreur. Camille, concentrée sur son dessert, ne me prêtait aucune attention, ce qui a rendu la suite possible. J'ai attendu le moment précis où il détournerait les yeux, puis j'ai glissé la coupe devant elle avec une lenteur maîtrisée. Mon cœur battait à tout rompre, mais à l'extérieur, je paraissais sereine, presque amusée. Philippe, occupé à commenter un vin rouge que le sommelier venait de présenter, n'a rien remarqué. J'ai reposé mes mains sur mes genoux, figée, et j'ai attendu. Le théâtre venait de changer d'acte. Quelques minutes plus tard, Camille a porté la coupe à ses lèvres sans hésitation, tandis que Philippe levait la sienne avec une assurance glaçante. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme pour vérifier si je buvais aussi, et j'ai feint de porter mon verre à ma bouche sans rien avaler. Je jouais un rôle auquel je n'étais pas préparée, mais la peur m'avait donné une étrange lucidité. Camille a bu une gorgée, puis une autre, riant toujours, comme si elle contrôlait tout. Philippe, lui, semblait détendu, presque euphorique, comme un homme sûr de son plan. Ce moment figé restera gravé à jamais dans ma mémoire, j'étais là, au cœur du piège, et j'en étais soudain l'architecte. Les secondes sont devenues des minutes, et chaque respiration me brûlait les poumons. J'ai observé Camille attentivement, notant le moindre changement dans son visage. Au bout de quelques instants, elle a cligné des yeux plus lentement, comme si la lumière devenait trop forte. Sa tête a vacillé légèrement, et ses gestes sont devenus moins précis. Philippe n'a rien remarqué tout de suite, trop occupé à se servir un verre de vin. Puis soudain, elle a laissé tomber sa fourchette, son regard est devenu vide, et son corps s'est affaissé lentement contre la table. Un frisson a traversé toute la salle, suivi d'un silence lourd et inquiétant. Je suis restée droite, figée, alors que le monde autour commençait à paniquer. Les cris ont éclaté dès que Camille s'est effondrée sur l'assiette, son visage contre le verre, inerte. Un serveur s'est précipité, suivi du gérant, pendant que Philippe jouait son rôle à la perfection, hurlant son nom, secouant son bras, appelant à l'aide comme un mari inquiet. Mais ce n'était pas de l'amour, ni même de la peur, c'était de la panique, celle d'un homme dont le plan venait de glisser entre ses doigts. J'observais la scène avec une distance glaciale, refusant de me lever, refusant de participer à cette farce. Les clients se levaient, certains filmaient avec leur téléphone, d'autres appelaient les secours. L'ambiance festive s'était changée en chaos absolu. En quelques minutes, l'ambulance est arrivée, accompagnée de policiers venus sécuriser les lieux. Camille ne répondait plus, inconsciente, le teint blafard, et Philippe, tremblant, tentait de raconter une histoire confuse. Je suis restée muette, sachant que mon silence valait 1000 accusations. Un policier s'est approché de moi pour vérifier si j'allais bien, et j'ai simplement dit « Elle a bu dans mon verre ». Il a levé un sourcil, puis m'a demandé de le suivre à l'écart, pendant que les ambulanciers transportaient Camille sur une civière. C'est à cet instant précis que j'ai compris que rien, plus rien, ne serait jamais comme avant. Les gyrophares ont envahi la rue en quelques minutes, éclairant l'intérieur du restaurant comme un théâtre sous projecteur. Les ambulanciers ont pris le relais avec une efficacité glaciale, tandis que Philippe restait figé, répétant sans cesse qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Les policiers, eux, observaient chaque mouvement, chaque mot, notant la moindre incohérence. J'étais assise, droite, les mains croisées sur mes genoux, refusant de participer à la mise en scène de son innocence. Mes yeux fixaient Philippe avec une intensité qu'il n'osait plus affronter. Il évitait mon regard comme s'il savait déjà que j'avais compris, que je l'avais devancé,
que son piège s'était refermé sur lui. Un policier s'est approché de moi et m'a demandé de confirmer mon identité, puis s'est penché pour me murmurer s'il s'agissait d'un différend personnel ou d'un simple accident. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu calmement que je ne pouvais plus me taire. Il m'a alors conduite à l'extérieur, loin des clients en panique, pour un interrogatoire discret, pendant que Philippe restait à l'intérieur, sous la lumière crue des néons et des regards accusateurs. Une ambulance a démarré, emportant Camille inconsciente vers l'hôpital. Le rideau venait de tomber sur cette scène macabre, mais la véritable pièce ne faisait que commencer. Il y avait désormais des témoins, des preuves, et un silence qui hurlait la vérité. Assise à l'arrière du véhicule de police, je sentais mes jambes trembler, mais ma voix restait ferme. L'agent a posé des questions simples, précises, cherchant à comprendre ce qui s'était vraiment passé entre nous trois. Je lui ai décrit la scène, le geste de Philippe, le contenu suspect, l'échange de coups, chaque détail comme s'ils étaient imprimés dans ma mémoire. Il m'écoutait sans m'interrompre, le regard dur, le stylo immobile sur son carnet, absorbé par la gravité de mes paroles. Il m'a remercié pour ma sincérité, puis m'a demandé si j'avais d'autres éléments à lui remettre. C'est là que j'ai parlé du comportement de Philippe ces derniers mois, des absences, des appels effacés, de son étrange sérénité ce soir-là. Il a hoché la tête, puis s'est tourné vers un de ses collègues pour lui demander de saisir la coupe de champagne laissée sur la table. Le serveur, témoin muet de la soirée, s'est alors approché, affirmant qu'il avait vu Philippe ajouter quelque chose dans le verre. Cette déclaration a tout changé, ce n'était plus ma parole contre celle de mon mari, mais un début de dossier solide. On m'a demandé de rester disponible pour un témoignage officiel, pendant que Philippe était retenu à l'intérieur pour un premier échange. J'ai senti l'air devenir plus léger, comme si l'étau se desserrait enfin. Mais je savais que ce n'était qu'un début, que la vérité allait faire plus de ravages qu'un poison dans une coupe de champagne. Au commissariat, dans une salle trop blanche pour contenir autant de noirceur, j'ai répété toute l'histoire, sans rien omettre. Les policiers ont tout noté, chaque mot, chaque geste, chaque émotion que je m'efforçais de contenir. J'ai parlé du comprimé, de l'échange de verres, de l'effondrement de Camille, du regard vide de Philippe. J'ai aussi mentionné ses accès d'hostilité récents, ses dépenses cachées, sa nouvelle obsession pour l'argent, les comptes que je ne comprenais plus. Le silence dans la pièce était pesant, brisé seulement par le bruit du stylo sur le papier. L'un des inspecteurs a croisé mon regard et m'a dit d'un ton grave, « Vous venez peut-être de sauver votre propre vie. » Ils ont décidé d'envoyer immédiatement la coupe de Camille en analyse, pendant qu'un mandat de perquisition était lancé pour notre domicile. Je n'ai pas su si je devais me sentir soulagé ou anéanti. Tout allait trop vite, comme une avalanche qui m'emportait, sans me laisser le temps de respirer. Pourtant, au fond de moi, une certitude s'imposait. J'avais fait ce qu'il fallait, même si le prix à payer allait être terrible. J'ai signé ma déposition d'une main tremblante, puis je suis sortie, seule, dans la nuit glaciale de Paris. Le monde extérieur ne savait encore rien. Mais bientôt, tout allait éclater. 2 heures plus tard, alors que je m'étais assise seule dans une pièce annexe du commissariat, un agent est venu me prévenir que les résultats de l'analyse étaient déjà disponibles. Le liquide contenait un somnifère interdit à la vente libre, utilisé parfois dans des affaires de soumission chimique. Philippe, convoqué à nouveau pour confrontation, n'a pas cherché à fuir ni à nier quand on lui a présenté les preuves. Il s'est contenté de fixer le sol, les poings serrés, comme s'il comprenait enfin que sa vie venait de basculer. Les menottes ont claqué contre ses poignets, froides, définitives. Je l'ai regardé sans cligner des yeux, sans pitié. Alors qu'on l'emmenait sous la surveillance de 2 officiers, je me suis levée lentement, le souffle court, le cœur vidé. Ce n'était pas de la victoire, ni même du soulagement, mais une sensation étrange de deuil. L'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais partagé 2 décennies, venait d'être arraché à mon existence comme un imposteur masqué. Les journalistes n'étaient pas encore là, mais les policiers murmuraient déjà entre eux. On m'a proposé un accompagnement psychologique, que j'ai refusé, incapable de parler davantage. J'ai récupéré mes affaires,
puis j'ai quitté le bâtiment sans me retourner. La nuit était glaciale, mais pas plus que son regard lorsqu'on l'a enfermé. En rentrant chez nous cette nuit-là, j'ai eu l'impression d'entrer dans une scène de crime figée dans le silence. Tout me semblait irréel, les photos sur les murs, le parfum de son après-rasage, les chaussons à ses pieds du lit. Je suis allé droit vers son bureau, guidé par une intuition froide. Dans le tiroir verrouillé, j'ai trouvé un téléphone que je n'avais jamais vu, un second appareil, soigneusement dissimulé. En l'allumant, j'ai découvert une double vie plus sombre que tout ce que j'avais imaginé. Des messages codés, des photos suggestives, des conversations intimes, mais surtout, une série de noms. Le plus terrible, c'est que Camille n'était pas la seule. Il y avait d'autres femmes, mais aussi des transferts d'argent, des rendez-vous secrets, et un schéma de manipulation complexe. Il utilisait chacune d'elles pour ses intérêts, jouant avec leurs sentiments comme un marionnettiste. Mon cœur battait si fort que je croyais m'évanouir. Mais c'est en descendant plus loin dans les messages que j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il écrivait à une autre femme, bien plus proche de moi que je n'aurais pu l'imaginer. Une vérité abjecte s'apprêtait à me fendre en deux. Mon propre sang était impliqué. Parmi ces échanges sordides, j'ai vu apparaître un nom que je n'aurais jamais dû lire dans ce contexte, Élodie, ma sœur. Mon sang s'est glacé, mes mains se sont mises à trembler, et j'ai senti mon souffle s'échapper comme si l'air me trahissait lui aussi. Il parlait de moi comme d'un obstacle, d'un fardeau à éliminer, d'un héritage à récupérer. Philippe écrivait qu'il allait faire le nécessaire pour que tout leur revienne, et Élodie répondait qu'elle se chargerait du reste, avec une froideur qui m'a déchirée. C'était un complot, un théâtre cruel où j'étais la cible, la pièce à éliminer. J'étais trahi, humilié, anéanti. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Je suis restée assise dans ce bureau pendant des heures, incapable de bouger, fixant ce téléphone comme s'il allait exploser entre mes doigts. Chaque message était une gifle, chaque mot une lame enfoncée lentement dans mon ventre. Elle, ma sœur, celle qui avait grandi avec moi, trahissait mon amour, mon existence, ma confiance la plus intime. Je n'avais plus de mari. Et je n'avais plus de famille. Je me suis levée en silence, suis allée dans la salle de bain, et j'ai vomi tout ce que je n'arrivais plus à contenir. Ce soir-là, je suis morte une première fois. Les jours qui ont suivi ont été flous, interminables, rythmés par les convocations, les dossiers, les visages fermés des inspecteurs. J'étais devenue un témoin central dans une affaire que je n'avais jamais imaginé vivre, une affaire d'empoisonnement prémédité, de fraude familiale, et de duplicité extrême. Les preuves s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, courriels, messages vocaux, transferts bancaires vers un compte au nom d'Élodie. Philippe avait falsifié ma signature pour augmenter mon assurance vie et prévoyait une mort accidentelle. Camille n'était qu'un pion parmi d'autres, utilisé, jeté, trahi comme moi. J'assistais à la chute d'un monde que j'avais construit avec naïveté, sans voir les fissures. La presse avait fini par s'emparer de l'histoire, les titres sensationnalistes inondaient les kiosques, mon visage apparaissait sur des chaînes d'information locales, et ma vie privée devenait spectacle. Je me suis enfermée chez moi, terrifiée par les regards, écœurée par les appels de curieux. Mon avocat m'avait prévenu que d'autres révélations viendraient, que Philippe avait sans doute tout planifié depuis bien plus longtemps. Les enquêteurs fouillaient notre passé, cherchant des signes, des complicités, des manipulations. Je n'étais plus une épouse blessée, j'étais une survivante sous surveillance. Chaque coup de sonnette me faisait sursauter, chaque lettre dans la boîte aux lettres devenait suspecte. Le cauchemar ne faisait que commencer. Quand l'histoire est apparue à la une du Parisien, mon téléphone a explosé de messages. Des connaissances du lycée, d'anciennes collègues, des voisines, tous choqués, tous curieux, certains compatissants, d'autres simplement avides de détails. Je me sentais nue, disséquée, exposée sans défense face à une opinion publique qui ne connaissait ni ma douleur ni ma dignité. Les journalistes campaient devant l'immeuble, espérant une déclaration, un geste, une larme. Mais je suis restée silencieuse, enfermée derrière mes volets, me demandant comment j'avais pu en arriver là. Ma souffrance,
mon mariage brisé, mon intimité volée servaient désormais de matière à une société avide de scandales. J'avais été trahi, maintenant j'étais dévorée. Certains médias parlaient de moi comme d'une héroïne moderne, d'autres insinuaient que j'avais su, que j'avais fermé les yeux, que j'étais complice par faiblesse. Je n'ai répondu à personne. J'ai jeté la télévision, débranché le téléphone, vidé le frigo. Le silence est devenu mon unique refuge. Philippe, lui, restait en détention provisoire, tandis qu'Élodie avait disparu, introuvable, sans laisser d'adresse. L'instruction avançait, lente mais implacable, et moi, j'existais comme une ombre, un fantôme errant dans les ruines de sa propre vie. Le monde extérieur ne me reconnaissait plus. Et moi, je ne savais plus qui j'étais. Le procureur m'avait convoqué pour préparer ma déposition officielle. J'ai été accueilli par une équipe de juristes sérieux, froids, mais visiblement impressionnés par l'ampleur du dossier. Ils avaient tout, les preuves techniques, les témoignages de Camille, les relevés bancaires, les méandres Philippe et Élodie. Ils m'ont expliqué que le procès allait être médiatisé, qu'il y aurait des avocats agressifs, des journalistes en salle, des regards inquisiteurs. J'ai acquiescé en silence, déterminé à ne plus trembler, à affronter ce qu'il restait à affronter. J'allais dire la vérité, toute la vérité, même si elle déchirait ce qu'il restait de moi. La justice serait peut-être ma seule délivrance. Camille avait enfin repris connaissance à l'hôpital, et malgré sa peur, elle avait décidé de collaborer pleinement. Elle avait tout confirmé, le plan initial, le rôle qu'elle devait jouer, les promesses d'argent, la soumission, la peur. Elle avait compris, trop tard, qu'elle n'était qu'un maillon dans une chaîne de cruauté. Son témoignage était accablant, précis, brutal. Philippe, selon ses dires, avait parlé de moi comme d'un poids mort, une femme fatiguée, sans ambition, facile à éliminer. J'ai écouté ce compte-rendu sans pleurer, les poings serrés, le cœur éteint. Ce n'était plus une histoire d'amour trahi. C'était une tentative de meurtre soigneusement orchestrée. Je l'ai convoqué chez moi, incapable d'attendre plus longtemps, décidé à obtenir ses aveux en face. Quand Élodie est entrée dans le salon, elle avait l'air nerveuse, mais pas coupable. Je lui ai tendu le téléphone de Philippe, ouvert sur leur message, sans un mot. Elle a regardé l'écran, puis m'a fixé sans détour, le menton haut, les yeux secs. « C'était lui ou moi ?» a-t-elle murmuré, comme si cela suffisait à justifier l'injustifiable. Je n'ai pas crié. Je suis resté là, debout, incapable de comprendre comment le sang pouvait trahir si froidement. Elle m'a accusé de l'avoir toujours éclipsée, d'avoir été la préférée de nos parents, celle qui réussissait, celle qu'on admirait. Elle a dit qu'elle m'enviait depuis l'enfance, qu'elle avait voulu juste une fois, tout avoir. Puis, elle m'a craché que j'étais naïve, que Philippe s'était toujours ennuyé avec moi, et qu'il l'avait aimée, elle, au moins sincèrement. Ces mots étaient des couteaux, mais je ne saignais plus. Je lui ai ordonné de quitter ma maison, de ne jamais revenir, de m'oublier comme si je n'avais jamais existé. Elle est partie sans un regard. Je suis restée seule, plus orpheline que jamais. La salle d'audience était pleine à craquer le jour du procès. Journalistes, curieux, amis absents depuis des années, tous voulaient voir de leurs propres yeux le monstre derrière le costume. Philippe est entré encadré par 2 gardes, le visage fermé, les cheveux plus gris, l'allure brisée. Je l'ai regardé sans haine, juste avec une distance glaciale, comme s'il n'avait jamais partagé ma vie. Les avocats ont commencé leur balai, la défense s'est accrochée à la thèse du malentendu, du geste mal interprété. Mais les faits étaient implacables. Le dossier était lourd, solide, détaillé à la minute près. Quand Camille a été appelée à la barre, le silence s'est fait total. Elle avait maigri, le visage marqué, mais sa voix ne tremblait pas. Elle a décrit, avec une précision chirurgicale, les conversations, les instructions, les menaces à peine voilées. Philippe n'a pas osé la regarder. Il gardait les yeux rivés sur ses mains, comme un enfant pris en faute. Puis mon tour est venu. J'ai raconté tout, du début à la fin, sans larmes, sans détour, comme on récite un testament. À chaque mot,
Je sentais la salle se figer, se contracter autour de cette vérité impossible. Le silence était devenu mon arme. Après 4 jours d'audience, le verdict est tombé. 12 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat avec préméditation, falsification de documents et fraude aggravée. Philippe n'a pas réagi, comme s'il attendait cette fin depuis longtemps. Il s'est levé calmement, menotté sans résistance, et a quitté la salle sous les regards lourds d'indignation et de pitié. Moi, je suis restée assise quelques secondes, incapable de bouger, le souffle court, le cœur serré. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste baissé les yeux et murmuré, pour moi seul, c'est fini. Mais ce n'était pas vraiment fini. Une partie de moi restait là, figée dans cette salle, enterrée avec les souvenirs, les promesses et les illusions. À l'extérieur, les flashs des photographes m'ont aveuglé, les micros se sont tendus, les questions ont fusé. Je n'ai rien répondu. J'ai marché lentement, seul, jusqu'à l'angle de la rue, où un taxi m'attendait. En refermant la portière, j'ai senti le poids de 20 ans s'éloigner enfin de mes épaules. Ce jour-là, j'ai compris que survivre, c'était parfois plus violent que mourir. Mais j'étais encore debout. Et c'était déjà une victoire. Les semaines qui ont suivi le verdict ont été les plus silencieuses de ma vie. Je me réveillais sans savoir pourquoi, sans but, sans énergie, comme un corps vidé de sa substance. Je marchais dans l'appartement comme dans un musée de souvenirs que je ne pouvais plus supporter. Chaque objet, chaque photo, chaque trace de lui me ramenait au gouffre, à l'horreur, à l'absurde. Je ne répondais plus aux appels, je ne sortais presque pas, je me nourrissais à peine. Le moindre bruit me donnait envie de fuir, le moindre souvenir me faisait suffoquer. Je passais mes nuits à revoir ce dîner maudit, ce geste furtif, ce regard vide qui avait tout déclenché. Je ne parvenais plus à distinguer les rêves des cauchemars, ni le passé du présent. J'étais prisonnière d'un temps figé, d'un espace qui ne m'appartenait plus. Parfois, j'ouvrais la fenêtre juste pour sentir l'air me gifler, comme pour vérifier que j'étais encore vivante. Il m'est arrivé de penser à disparaître, de ne rien laisser derrière moi. Mais à chaque fois, quelque chose en moi me retenait. Une rage sourde. Une douleur trop grande pour mourir sans comprendre. C'est lors d'une nuit blanche, en plein mois de novembre, que j'ai décidé de changer. J'ai vendu l'appartement en silence, sans prévenir personne, sans regarder en arrière. J'ai trouvé une petite ville où personne ne connaissait mon nom, ni mon histoire, ni mes cicatrices. Là, j'ai loué un studio simple, propre, vide de fantômes. J'ai coupé tout contact avec ma famille, bloqué Elodie sur tous les réseaux, effacé chaque trace de mon ancienne vie. Puis j'ai rouvert un dossier que j'avais rangé il y a 20 ans, mes études de droit. J'ai repris les cours à distance, comme une promesse faite à moi-même, comme une revanche discrète. Les premiers mois ont été durs, mon esprit était encore engourdi, incapable de se concentrer plus d'1 heure. Mais peu à peu, une sorte d'élan s'est installé en moi. J'écrivais, je lisais, je comprenais enfin des choses que j'avais autrefois survolées. Apprendre est devenu ma thérapie, mon oxygène, ma reconstruction. Ce n'était pas une revanche contre Philippe ou Elodie. C'était un retour à moi-même, à celle que j'avais abandonnée par amour et qui exigeait justice. Avec le temps, j'ai trouvé un petit poste comme assistante dans un cabinet juridique, puis un stage au tribunal. Mon quotidien n'avait plus rien de spectaculaire, mais il était à moi, construit pierre après pierre. Je prenais le métro tôt le matin, un café à la main, les yeux fatigués mais droits, et je me sentais, enfin, libre. J'avais peu d'amis, mais des relations sincères, basées sur ce que je suis aujourd'hui, pas sur ce que j'ai vécu. Je n'étais plus une victime. Je n'étais pas encore guérie. Mais j'étais vivante, debout, résiliente. Mon appartement était modeste, sans décoration inutile, mais il respirait la paix. Le soir, j'allumais une bougie, je lisais des arrêts de jurisprudence, je mangeais seule sans me sentir seule. Je n'avais plus peur du silence, il était devenu mon allié. Ma colère s'était transformée en lucidité, ma tristesse en mémoire, et ma honte en force.
Je n'avais plus besoin d'effacer le passé, je l'avais intégré, dompté, transcendé. Ce n'était plus une plaie ouverte. C'était une cicatrice, fine mais indélébile, et elle faisait partie de moi. C'était un jeudi après-midi banal, pluvieux et gris, à la sortie du tribunal où je faisais mon stage en greffe. Je traversais le hall pour rentrer chez moi quand j'ai aperçu Camille, assise seule sur un banc, les mains croisées sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Elle avait l'air différente, plus calme, plus lasse, comme si elle aussi portait le poids d'un monde effondré. Nos regards se sont croisés, et elle s'est levée sans hésiter pour venir vers moi. Je me suis figée, le cœur figé entre méfiance et curiosité. Elle s'est arrêtée à quelques pas, a pris une grande inspiration et m'a simplement dit « Merci de m'avoir sauvé la vie ». Je ne savais pas quoi répondre, alors je l'ai regardée longuement, essayant de lire dans ses yeux une intention, une vérité. Il n'y avait ni haine, ni honte, juste une sincérité désarmée. Elle m'a expliqué qu'elle avait quitté Paris, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle voulait recommencer ailleurs, loin du poison de Philippe. Elle ne m'a pas demandé pardon, elle ne s'est pas excusée, et peut-être que c'est cela qui m'a touchée. Il n'y avait pas de théâtre entre nous, plus de jeu, juste deux femmes qui avaient survécu au même enfer. Je lui ai simplement répondu, moi aussi. Puis je suis partie. Quelques mois plus tard, au milieu de factures et de publicités, une enveloppe sans expéditeur a attiré mon regard. J'ai reconnu son écriture immédiatement, cette écriture droite, presque militaire, sans fioriture. Philippe m'écrivait depuis la prison. J'ai hésité à ouvrir la lettre, mon pouls s'est accéléré, mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte en silence, seule dans ma cuisine, et j'ai lu les mots d'un homme brisé, ou du moins, qui prétendait l'être. Il parlait de regrets, de peur, d'obsession, de vieillesse, d'argent, de ce vide qu'il avait tenté de combler par la destruction. Il disait ne plus dormir, penser à moi chaque nuit. Il affirmait ne pas chercher mon pardon, mais vouloir que je sache qu'il avait compris. Il me décrivait la prison comme un désert d'ombre, un endroit où il s'était retrouvé face à lui-même pour la première fois. Il racontait les silences, les humiliations, la solitude, et disait que le pire châtiment n'était pas la cellule, mais la perte de mon regard. J'ai lu jusqu'au bout, sans pleurer, sans sourire, sans colère. Puis j'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai glissée dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la haine. C'était la fin d'un chapitre. Peu de temps après, un journaliste m'a contacté par l'intermédiaire du cabinet où je travaillais. Il voulait écrire un livre sur l'affaire, sur moi, sur la femme qui avait échappé à la mort par intelligence et instinct. Il parlait de témoignages de résilience, de modèles féminins, d'histoires à transmettre. Je l'ai écouté en silence, les bras croisés, le cœur étrangement calme. Quand il a terminé, je lui ai répondu que ma vie n'était pas un produit, pas une fiction à vendre, pas une saga à monétiser. Ce n'était pas une histoire de héros, mais de douleur, de ruine, de reconstruction lente et sans gloire. Je lui ai demandé de ne jamais me recontacter, puis j'ai raccroché sans laisser de place au doute. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un éditeur qui avait eu vent du projet et voulait lui aussi en parler. J'ai effacé le message sans l'ouvrir. Je n'avais pas survécu pour devenir un symbole. Je voulais juste vivre, paisiblement, sans projecteur, sans récit romancé. Ma douleur m'appartenait, intime, silencieuse, profonde. Personne n'avait le droit d'en faire un spectacle. Et personne ne le ferait. Je ne cherchais plus rien, ni compagnie, ni promesse, ni futur à deux. Et pourtant, c'est dans la banalité d'un jour d'hiver, entre deux dossiers au tribunal, que je l'ai rencontré. Il s'appelait Marc, veuf depuis 5 ans, père d'un garçon adulte, avocat discret au regard doux. Ce n'était pas une étincelle, ni un coup de foudre, mais une lente lumière qui a réchauffé mon silence. Nous avons commencé à parler dans les couloirs, puis à déjeuner ensemble, sans attente, sans masque, juste deux êtres cabossés qui apprenaient à respirer côte à côte. Il ne m'a jamais posé de questions, il a simplement été là, présent, paisible. Avec lui, je n'avais pas besoin de raconter, ni de me justifier,
ni de cacher mes cicatrices. Il m'acceptait avec mon histoire, sans chercher à la comprendre, sans l'effacer. Son calme contrastait avec mes tempêtes intérieures, et je me suis laissé approcher lentement, sans peur. Il ne m'a jamais promis l'éternité, seulement de marcher avec moi, un jour après l'autre, sans forcer, sans fuir. Ce n'était pas un amour romanesque, c'était un refuge. Et c'était suffisant. Pour la première fois, je ne me sentais ni observée ni menacée. Je me sentais libre. Aimée autrement. 1 an plus tard, jour pour jour, je suis retournée dans ce même restaurant, seule, volontairement. J'ai réservé la même table, demandé le même plat, commandé une coupe de champagne. Cette fois, aucun piège, aucun geste suspect, aucun regard en coin. Juste moi, face à moi-même, en paix avec ce passé qui ne pouvait plus me détruire. Le serveur m'a reconnu, il a hésité, puis m'a souhaité une soirée agréable avec une délicatesse sincère. J'ai souri doucement, en lui répondant que tout allait bien. J'ai levé mon verre, en silence, vers la ville qui brillait sous mes yeux, et j'ai pensé à celle que j'étais. À celle qui avait survécu à un mari assassin, à une sœur traîtresse, à un amour empoisonné. J'ai pensé à toutes les nuits sans sommeil, aux peurs, aux chutes, aux renaissances. J'ai bu une gorgée, sans trembler, sans larmes, le cœur calme. Ce soir-là, je n'ai pas célébré un mariage, ni une victoire. J'ai célébré ma vie. Et elle valait plus que tout ce qu'on avait voulu m'enlever. Mon mari a voulu me tuer. Ma sœur a voulu me remplacer. J'ai vu l'amour se transformer en poison, la famille en piège, la confiance en arme. J'ai tout perdu, une maison, un passé, des certitudes, une part de mon innocence. Mais au cœur de ce désert, j'ai trouvé ce que je n'avais jamais vraiment connu, moi-même. Forte, lucide, debout. Sans masque. Sans dépendance. Vivante. Je ne pardonnerai jamais, mais je n'ai plus besoin de vengeance. Le silence est ma justice. Ma vie m'appartient. Et désormais, personne ne pourra jamais plus me voler ça. Je suis tombée, oui. Mais je me suis relevée, seule, sans spectacle, sans bruit. C'est dans cette solitude que j'ai reconstruit ma dignité. Et c'est dans ce silence que je laisse la dernière page se refermer.